Le grand ange, le lumineux, le maître des hostes, l'ange de sang. Sanguinius était le primarque des Blood Angels et de tous leurs successeurs. Souvent considéré comme le plus prestigieux de sa fratrie, Sanguinius était un guerrier hors pair, un stratège magistral et un héros adulé de l'Imperium. Parmi les primarques, rares sont ceux qui parlèrent en mal de lui. Même des figures sinistres telles que Perturabo ou Ferrus Manus ont fait l'éloge de leur frère angélique à contre-cœur. Beaucoup parmi cette légendaire confrérie ont été surpris de découvrir que l'empereur avait nommé Horus comme premier d'entre eux plutôt que de choisir Sanguinius, et ceux qui ont survécu à l'âge des ténèbres sont connus pour spéculer que c'était la grande erreur de leur père. Car alors même que les guerres de l'hérésie d'Horus déchiraient l'Imperium et amenaient même les plus nobles de ses frères sur des sombres chemins, Sanguinius resta imperturbable et résolu, une lueur d'espoir qui surpassait même les ténèbres de cette époque. Son aspect était à couper le souffle, bardé d'une armure d'or et d'une cape en fourrure de carnodon moucheté. Sa tête, aux traits si nobles, était ceinte d'une couronne radiante. Sanguinius avait de longs cheveux dont les bords encadraient ses traits souverains. L'ange Sanguinius n'était pas seulement beau, cette notion même semblait bien dérisoire pour qualifier l'aura qui se dégageait de lui. Il était trop dangereux et trop semblable à un prédateur pour cela. Cependant son pâle visage, aux traits doux, si semblable au masque doré qui décorait le blindage extérieur de son vaisseau amiral, était envoûtant. Lorsqu'il se déplaçait, c'était avec la grâce instinctive d'un danseur. Il possédait dans son dos de vastes ailes, pareilles à celles d'un aigle géant, leurs plumes rehaussées de bandes d'argent et de grappes de perles, captant le flux de l'air et le domptant sans effort. C'était à ses grandes ailes, bien entendu, qu'il devait plus qu'à tout le reste de ressembler à un ange. Des breloques d'or, des larmes de précieux jade rouge et de rubis, un tabard de soie et des mailles de platine battaient contre son armure de céramite et de plastacier, si artistique, si glorieuse, que ses ornements auraient paru plus à leur place, exposés dans une galerie de la plus haute notoriété. Il était celui qui ressemblait le plus à l'empereur. Être en sa présence, c'était comme rencontrer un être spirituel qui n'aurait pas de forme constante. On prétendait que l'empereur apparaissait à chacun tel que celui-ci souhaitait le voir. Sanguinius avait hérité de ce trait pour une bonne part, mais aussi d'une malédiction. Mais avant de poursuivre et de parler de la soif rouge des Blood Angels, laissez-moi vous parler d'une soif plus spécifique et que chaque croisé de l'Imperium a déjà ressentie. Celle de la Holy Crusade. Holy, c'est le nouveau partenaire de la chaîne, mais surtout une marque de boissons soft drink qui fait des boissons énergétiques et des iced tea pour soutenir tous les croisés de l'empereur. Plus écologique, plus sain et plus économique, Holy met l'accent sur la réduction des emballages, l'absence de sucre et de taurine, des arômes et colorants naturels et le tout au prix le plus abordable. Si comme moi vous êtes un gros consommateur de soda et de boissons énergétiques pour tenir face aux horreurs du warp, Holy est le parfait substitut et je parle d'expérience. Ce qui me ramenait toujours aux boissons sucrées était l'absence des goûts des sodas zéro que je trouvais absolument immondes. La gamme Holy Iced Tea répond parfaitement à mes critères d'exigence. Du goût, pas de sucre, notamment avec l'Iced Tea pêche nectarine thé noir. De quoi ravir les croisés les plus assoiffés. Avec les packs découvertes Holy, prenez part à la Holy Crusade dans de bonnes conditions. Goûtez à 7 variétés fruitées et trouvez la vôtre. Chaque pack découverte contient 2 échantillons de chaque variété, de même que pour les Holy Iced Tea. Si vous souhaitez vous aussi goûter à la sainteté de l'empereur et soutenir votre humble serviteur, je vous invite à suivre le lien en description. Et si vous passez commande, de rentrer le code Librarium5 pour bénéficier de 5 € de réduction ou le code Librarium pour bénéficier de 10% de remise sur votre commande. Merci à vous et surtout à Holy pour sa confiance et de rendre ce partenariat possible. Un Saint-Esprit dans un corps saint, c'est la volonté de l'empereur. Rejoignez la Holy Crusade.
Lorsque l'empereur parcourait encore l'univers afin de sauver la galaxie de la régression de la superstition et du mysticisme, il créa les primarques, des êtres surhumains. Cependant, son projet ne passa guère inaperçu, car un vortex aspira les fœtus des primarques dans le warp. Les 20 capsules d'incubation dérivèrent dans l'immatérium et finalement elles furent déposées sur diverses planètes de la galaxie. La capsule de celui qui allait devenir Sanguinius, le primarque des Blood Angels, échoua sur une lune nommée Baal Secundus. Baal Secundus avait des niveaux de radiation qui tueraient un homme mal protégé en quelques secondes et était peuplé de tribus humaines dont l'existence était celle d'individus misérables qui s'efforçaient de survivre sur leur monde cruel et irradié tout en combattant les affreux mutants. C'est la tribu Baalite du sang qui trouva l'enfant primarque dans un endroit nommé depuis la chute de l'ange. D'après la tradition orale, l'enfant Sanguinius présentait déjà de minuscules ailes atrophiées. Il est à supposer que lorsque les membres de la tribu du sang découvrirent le petit ange, ils le prirent pour un mutant et que certains voulurent le mettre à mort immédiatement. Mais la compassion l'emporta et l'enfant primarque plus parfait que chacun des hommes qui l'entouraient fut adopté. Les événements les plus notables de son enfance décrivent comment, avant l'âge de 3 semaines, il avait atteint la taille d'un enfant de plusieurs années. Aussi curieux qu'intrépide, il prouva être déjà capable de marcher en échappant à la vigilance de sa nourrice. Et lorsqu'on le retrouva, ses pas l'avaient entraîné jusqu'au repère d'un scorpion de feu, un prédateur difforme qui atteignait en longueur 2 fois la taille d'un adulte, mais que Sanguinius avait oxy à main nue, en dépit des piqûres répétées de son dard, dégoulinant d'un poison virulent et censé consumer un homme de l'intérieur en quelques secondes. La tribu de Sanguinius fit ce soir-là un excellent repas. En même temps qu'il grandissait, ses ailes dont les plumes étaient du blanc le plus pur à l'instar des cygnes, mais résistantes telles celles de l'aigle impérial poussèrent. Elles finirent par pouvoir le porter dans les courants chauds au-dessus des déserts calcinés, ce qui émerveillait les simples êtres condamnés à se traîner au sol. Moins d'1 an après sa découverte, Sanguinius était déjà plus grand que tous ceux qui marchaient sous les lunes de Baal. Il pouvait se déplacer sous les rayons des soleils les plus ardents, tandis que sa famille adoptive titubait, encombrée par le poids des combinaisons anti-radiation, fracasser les rochers d'un coup du plat de la main, soumettre les animaux sauvages d'un seul regard et s'élever dans le ciel, porté par ses ailes pour observer la terre avec la même perspective qu'un dieu. Au fil des ans, la tribu de Sanguinius prospéra. Sanguinius s'éleva rapidement jusqu'au sommet de la société de Baal Secundus. Il unifia les tribus baalites de sang pour faire face à l'infestation des mutants qui pullulaient sur les étendues radioactives. Malgré des effectifs largement inférieurs en nombre, ceux de sang pur remportèrent la guerre contre les mutants grâce à la présence de Sanguinius et de sa maîtrise totale de l'art du combat. Nul ne pouvait échapper à sa colère et il fut vite vénéré comme un dieu parmi les siens, convaincu que le paradis renaîtrait grâce à lui. Au moment où l'empereur atteignit finalement Baal, Sanguinius se tenait à la tête du conclave du sang. L'empereur rejoignit la surface de Baal Secundus avec ses meilleurs hommes et il entra seul dans le titanesque amphithéâtre naturel lentement creusé au flanc du mont Séraphe par les forces tectoniques qui accueillaient le conclave de sang. Ceux de sang pur y étaient venus assister à un discours de Sanguinius par dizaines de milliers, et au milieu d'eux l'empereur écouta avec autant d'attention que les autres les mots du primarque. Le grand ange transporta les âmes en leur donnant plus que de l'espoir, et sa conclusion s'éleva dans une grande ovation reprise par chaque auditeur. Lorsque le maître de l'humanité s'approcha de Sanguinius, celui-ci le reconnut, certains soupçonnant que c'était sa capacité innée à prédire les événements futurs qui l'avait informé de cette visite. Sanguinius tomba à genoux et des perles de cristal roulèrent sur ses joues pour atterrir dans la poussière.
Là, des fleurs couleur d'albâtre poussèrent sur le sol nu de Baal Secundus. L'empereur le releva, et aux meilleurs hommes présents au conclave, il leur proposa de rejoindre les rangs des Space Marines, actant la vraie naissance des Blood Angels. Sanguinius rejoignit la flotte du maître de l'humanité et s'élança pour la Grande Croisade, recevant le commandement de la 9e Légion. Les meilleurs des guerriers de Sanguinius furent intégrés à la 9e Légion qui l'accompagna dans la Grande Croisade et furent connus sous le nom de Blood Angels. La puissance des Blood Angels s'additionna à celle déjà rassemblée sous les bannières de l'empereur. Au tout début, il eut pour mentor Horus en personne, avec qui il développera une grande amitié. Puis, sur le monde de Tégare, sa légion fut rassemblée, et lorsque Sanguinius vit ses fils, il s'agenouilla devant eux, car plutôt que d'exiger leur allégeance, il leur offrit la sienne. Par cet acte, il gagna leur dévotion. La première bataille de Sanguinius à la tête de sa légion se déroula lors de la pacification de Tégare Pentarus contre des Abumains, sa première victime étant un Carnodon, un prédateur des glaces dont l'apparence ressemblait au léopard des neiges disparu de l'ancienne terre, mais de bien plus grande taille. La peau mouchetée de noir du Carnodon fut par la suite drapée sur ses épaules, telle une cape de guerre cérémonielle. C'est durant cette campagne qu'il vit la noirceur qui risquait de consumer ses fils génétiques, adeptes de la consommation de sang et de chair humaine. Là, Sanguinius baptisera sa légion les Blood Angels avant d'envoyer une compagnie de sa légion combattre avec l'une des Lunawolf durant une décennie. Le grand ange enseignera à ses fils la discipline et la miséricorde, et peu à peu, il apprit aux Blood Angels à mieux se contrôler et à canaliser leur rage. Durant le xénocide Néphilim, la légion des Lunawolf fit face aux Xénos. Les Néphilim menèrent leurs humains asservis à leur volonté sur la légion d'Horus. Mais Sanguinius et ses Blood Angels apparurent dans le ciel, éjectés des tubes de lancement et des modules d'atterrissage depuis des vaisseaux en orbite basse. La vitesse de l'assaut était essentielle à la victoire, car les forces groupées des Lunawolves avaient attiré les Néphilim et leurs adorateurs, laissant la défense de leurs flancs mince et perméable, défense que Sanguinius lui-même ravagea lorsqu'il sortit de son Warhawk écarlate, plongeant depuis les cieux accompagné de sa garde sanguinienne commandée par le capitaine Ascaelon. Lorsque Sanguinius toucha le sol, le choc fut plus grand que celui d'un tir de Vindicator à bout portant. Les Néphilim qui se précipitaient à l'attaque furent soulevés de terre et peinèrent à se redresser, pour être aussitôt abattus. L'épée en main, Sanguinius tua tout Xéno qui l'attaquait, commandant à ses fils de frapper fort et vite. Il ordonna de sauver le maximum d'humains asservis, ceux dont la servitude était la plus récente et le plus susceptible d'être brisée. Quant aux autres, il ordonna leur mise à mort, malgré la peine que cela lui affligeait. Les Néphilim étaient à ses yeux une insulte aux rêves séculiers de l'empereur à cause de la pseudo-religion centrée sur leur personne et qu'ils imposaient à leurs malheureuses victimes. Devant l'ouragan qu'était Sanguinius, les Néphilim furent bientôt exterminés, ramenant la planète Melchior dans le giron impérial. Le lendemain de la bataille, se tenant au sommet d'une petite colline de roc pâle, le grand ange fut rejoint par son frère Horus, savourant leur victoire. Sanguinius demanda à son frère s'il aurait tenu la promesse au chef Néphilim qu'il avait rencontré avant la bataille, c'est-à-dire sa proposition de quitter la planète sans heurts et libérer leurs esclaves humains, ce que le Néphilim avait refusé. Horus lui confirma qu'il l'aurait laissé partir, sachant pertinemment que dans l'espace, la flotte des Blood Angels les attendait. Après avoir appris que le Khan se chargeait de traquer le monde d'origine des Néphilim et qu'Horus partait pour une guerre dans le secteur du Lanor, Sanguinius fut interrompu par son premier capitaine, Raldoron.
Le premier capitaine demandait l'attention personnelle de Sanguinius pour régler une affaire interne à la Légion. Raldoron parla d'un frère perdu. Le grand ange comprit immédiatement. Quittant un Horus interloqué, Sanguinius fut amené à l'intérieur d'une chapelle en pâte Néphilim éventrée par les bombes, gardée par de nombreux Blood Angels sur un large périmètre circulaire. À l'intérieur, il fit face à un Blood Angels du nom d'Alotros, frappé par la tare génétique qui l'avait rendu fou allié, occupé à boire à genoux du sang étalé sur le sol, coulant de ses terribles blessures. Sanguinius l'appela, mais Alotros le regarda sans le reconnaître, allant même jusqu'à foncer sur le grand ange dans l'espoir de sucer le sang de son père génétique. Avec tristesse, Sanguinius rompit le cou de son fils afin de le libérer de ce mal qui le rongeait. Mais il fut surpris par Horus qui s'était faufilé discrètement. Témoin de cette exécution, Lupercal ne comprit pas ce geste et demanda la raison de ce comportement du défunt Blood Angels. Sanguinius finit par lui avouer que sa légion souffrait d'une tare génétique, la soif rouge, rendant ceux qui sont touchés totalement incontrôlables, leur personnalité effacée pour laisser place à des berserks assoiffés de sang. Horus lui promit de ne rien dire à l'empereur, et il tiendra parole, car Sanguinius exprima sa crainte de finir purgé comme la 2e et 11e légion, effacée des mémoires et de l'histoire, ce qui était sa plus grande peur. Rassuré, le grand ange quitta avec son frère la chapelle en pâte. Mais quand l'heure de la trahison sonnera, cette confiance placée en Horus se retournera contre lui. Sanguinius fit partie des défenseurs du projet Librarius porté par Magnus le Rouge, consistant à promouvoir l'utilisation de Psyker Space Marines au sein des légions. Il rencontrera vers 884 M30 Jakatai Khan, revenant du xénocide de Hoth, le monde natal des Néphilim, achevant de même l'existence de ces xénos qu'il avait affrontés sur Melchior. Ce fut leur première rencontre à bord du Red Tears dans les quartiers privés du Grand Ange. Sanguinius annonça à son frère qu'il avait gagné un concours entre les primarques, compétition établie pour savoir qui parviendra à rattraper le trop rapide primarque des White Scars. Il le remercia d'avoir exterminé les Néphilim avant de lui proposer de le rejoindre aux côtés de Magnus afin de défendre le projet Librarius, sachant l'attachement du Grand Khan pour ses prophètes des tempêtes, l'équivalent des archivistes dans la 5e Légion. Il lui fit comprendre que les détracteurs des Psykers comme les Manrus ou Mortarion s'attaqueront à ces prophètes dans leur quête de censurer les Psykers. Plus tard, Sanguinius invitera Magnus le Rouge et Jakatai Khan qui s'étaient finalement ralliés à leur cause. Dans une pièce située dans les hauteurs de la forteresse des Blood Angels, assis autour d'une table circulaire, les 3 primarques scellèrent une alliance pour défendre l'emploi des Psykers et organiser leurs partisans contre les ennemis de leur projet. Sanguinius défendait l'édiction de lois pour encadrer les Librarius, mais fit face aux réserves d'un Magnus qui considérait que rien ne devait entraver le potentiel psychique de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il participa à la rédaction des textes qui seront présentés à Malcador et à l'empereur pour faire naître leur idée. Le grand ange et ses 2 frères scellèrent leur accord, se jurant d'être les gardiens du projet Librarius. Sanguinius fut présent lors du triomphe d'Ulanor qui vit l'élévation d'Horus au rang de maître de guerre. Le grand ange fut l'un des 9 primarques à assister aux côtés de l'empereur à la parade gigantesque fêtant la victoire de la croisade d'Ulanor qui avait provoqué la chute du plus grand empire orc de cette époque. Dans la tribune colossale qui accueillait les primarques et le maître de l'humanité, Sanguinius s'avança pour saluer l'hoste rassemblé après le passage d'Angron et de Lorgar. L'ange fut accueilli par des cris plus forts que les autres par les dizaines de millions d'hommes et de femmes rassemblés en dessous, le vénérant car il était la personnification de l'idéal de la Grande Croisade. Sanguinius tira son épée pour saluer les armées, puis étendit ses grandes ailes d'où une plume s'en détacha avant de descendre sur le vent en tournant lentement, devenant une relique sacrée pour le régiment de l'armée impériale où elle tomba.
Cette plume blanche gagna une place d'honneur parmi les bannières de campagne du fameux régiment. Après le triomphe, Sanguinius rendra visite à Horus sous sa tente. Le nouveau maître de guerre était aigri de l'accueil glacial de certains de ses frères devant son nouveau statut. Sanguinius lui remonta le moral, lui rappelant que beaucoup d'autres primarques dont lui le soutenaient, considérant qu'il était le plus digne pour incarner ce nouveau titre. Horus remercia sincèrement le grand ange pour ses paroles, lui confiant que certains pensaient que cela aurait dû être lui le maître de guerre. D'ailleurs, lors de son agonie après sa blessure sur Davin, Horus confiera à sa commémoratrice que Sanguinius était à ses yeux celui qui l'aurait personnellement nommé au titre de maître de guerre à sa place. Puis, alors que Sanguinius s'apprêtait à partir, Horus l'interrogea sur ses dons et ses perceptions du futur, Sanguinius rétorquant que cela n'était que des intuitions. Sanguinius fut présent lors du concile de Nicéa, concile organisé afin de régler la question sensible des psykers du projet Librarius qu'il avait porté avec Magnus et Jacataikan. Accompagné de Fulgrim qui soutenait son combat, il accueillit chaleureusement son frère Magnus sur Nicéa. Le roi sorcier lui présenta son chef archiviste, Azek Ahriman, qui fut honoré de rencontrer le grand ange en personne qui le loua en retour. Il jura par la suite devant Malcador d'accepter la décision de l'empereur qui sortira de ce rassemblement. Mais lorsque le concile se mua en procès contre les Thousand Sons et condamna Magnus et ses fils, Sanguinius s'était fait peindre des larmes cendreuses sur les joues lorsqu'il comprit que Magnus serait condamné et le Librarius démantelé. Sanguinius se plia néanmoins à la décision et ordonna le démantèlement du Librarius des Blood Angels, rappelant à son premier capitaine Raldoron que la parole de l'empereur faisait loi malgré les réticences que ses fils pouvaient avoir face à cette décision. Il ordonna que les archivistes de la 9e Légion soient réintégrés dans le rang, même s'ils ne devraient plus jamais utiliser leur pouvoir. Cela sera une grave défaillance lors des événements sur Cygnus durant l'hérésie d'Horus. Lorsque le capitaine Blood Angels Kitas From, commandant de la 140e flotte expéditionnaire, découvrit la planète 180, il y débarqua alors avec 3 compagnies. Ce monde subissait des turbulences atmosphériques extrêmes, dispersant les navettes des Blood Angels qui tentèrent d'atterrir sur la planète, isolant les troupes de débarquement impériales. L'atmosphère affectait les communications Vox, ce qui empêchait les Blood Angels de coordonner leurs mouvements. Les Astartes découvrirent des xénos insectoïdes, les arachnides, extrêmement violents et qui les décimèrent. La dernière communication de From au vaisseau en orbite fut un appel de détresse urgent demandant des renforts. Ses derniers mots furent « Ce monde est meurtre ». Une force des Emperor's Children sous le commandement du seigneur commandant Eidolon arriva en réponse aux appels de détresse des Blood Angels. Mais ils commirent les mêmes erreurs que les Blood Angels et leurs équipes de débarquement furent dispersées. Néanmoins, la destruction d'arbres pouvant s'apparenter aux tours capillaires des tyrannides, des structures disséminées sur meurtre, permit de calmer les turbulences et de faire débarquer plus efficacement les impériaux. Les Luna Wolves, commandés par Horus Lupercal, arrivèrent à leur tour, entamant une campagne d'extermination. C'est dans ce contexte que Sanguinius apparut avec sa flotte, dans l'espoir de retrouver ses fils disparus. Sanguinius et ses Blood Angels combattirent aux côtés d'Horus et de ses Luna Wolves contre les Xénos durant 6 mois. Les voir ensemble sur un champ de bataille avait de quoi couper le souffle. Les 2 dieux de la guerre obtinrent des dizaines de victoires en collaborant sur meurtre, luttant côte à côte. Alors que les arachnides étaient au bord de l'annihilation, une flotte d'une civilisation humaine avancée baptisée l'Interrex apparut. L'Interrex avait piégé les arachnides sur meurtre qu'il nommait Urizarak, suite à un conflit avec ses Xénos il y a bien longtemps. Il les y avait exilés en leur privant de leur capacité de déplacement interstellaire.
Suite à la rencontre avec l'Interrex, des voix s'étaient élevées pour appeler à la guerre. Sanguinius réserva son avis, attendant la décision du maître de guerre, comprenant qu'Horus aurait besoin de son soutien sans équivoque, quelle que soit sa décision. Plus tard, alors qu'Horus se confiait à son Mournival dans ses quartiers sur les années passées aux côtés de l'empereur, Sanguinius apparut, ayant écouté, caché à la vue de tous, les paroles de son frère, se révélant finalement pour lui demander la vraie raison de son refus de faire la guerre à l'Interrex. La raison d'Horus était de ne pas faillir en tant que maître de guerre et prouver qu'il était digne de la confiance que l'empereur avait placée en lui. Il voulait réussir, grâce à la diplomatie, à assimiler l'Interrex pacifiquement comme l'empereur l'aurait fait. Sanguinius accompagna par la suite Horus jusqu'à la planète Xenobia, capitale provinciale des limites de leur territoire. Mais devant les longueurs des discussions, le grand ange se lassa et prit congé en territoire impérial, laissant Horus sous les conseils avisés d'un Worldbearer nommé Erebus. Erebus n'étant pas sur son propre terrain, il était devenu taquin, provoquant discrètement la fin des négociations entre l'Interrex et Horus, volant l'Anathame, une épée corrompue par le Warp dans un musée de l'Interrex, causant une fusillade entre les soldats de l'Interrex et les Luna Wolves. Puis Horus sera appelé par les Worldbearers pour leur venir en aide, sur Davin. Les événements de l'hérésie d'Horus bouleverseront Sanguinius et auront des conséquences horribles et permanentes sur le destin des Blood Angels. Le maître de guerre Horus plongea l'Imperium dans la guerre civile et manipula Sanguinius qui, en ces temps de ténèbres, ne renonça pas, restant loyal envers l'empereur, son père. Horus haïssait et craignait Sanguinius plus qu'aucun de ses frères et élabora bien des ruses pour le corrompre ou l'assassiner, mais aucune n'arriva à terme. Afin de répondre à la volonté du maître de guerre, Sanguinius rassembla l'ensemble de sa légion et partit pour Cygnus. Avant le départ, un vaisseau impérial apparut et un Thunderhawk rejoignit le Red Tier. Y débarqua un groupe de Space Wolves dirigé par Hélic Couteau Rouge. Ce dernier avait reçu l'ordre de Malcador le Sigillite avec l'aval de Leman Russ de rejoindre Sanguinius afin de le surveiller, sous-entendant qu'il devrait l'éliminer si jamais le grand ange trahissait l'Imperium. Une fois toute sa flotte rassemblée, les pavillons des haut-parleurs résonnèrent dans tous les vaisseaux avec les quelques premières mesures de l'hymne Sanguinatus, hymne qui précédait le discours du grand ange. Sanguinius s'adressa à toute sa légion depuis le Red Tier à travers les écrans apposés au mur des ponts de baraquement, dans les réfectoires, les intercoms et les canaux audio des Space Marines. Puis le primarque Sanguinius apparut à sa légion, exprimant sa fierté devant ses fils avant de les informer de la mission qu'Horus leur avait confiée et de leur devoir d'éradiquer finalement une bonne fois pour toutes les Néphilim qui soi-disant se terreraient dans le système de Cygnus. Puis il ordonna à toute la flotte des Blood Angels accompagnée du Dark Page d'entrer dans le Warp afin de rejoindre le système. Aucun des vaisseaux Blood Angels ne souffrit ne fût-ce que du moindre iota d'effet dommageable dû au Warp. Comme si l'immatérium les avait accueillis aussi simplement qu'une lame glissant dans l'eau. Le grand ange commença alors son exploration du système de Cygnus. Le primarque autorisa des expéditions sur les mondes de Skoltrom et de Talok, qui accueillaient normalement des millions de colons impériaux. Sur Skoltrom, les Blood Angels trouvèrent des traces de batailles, de morts et de vastes incendies qui faisaient rage sur une grande partie de la surface. Les Space Marines détectèrent une balise de détresse solitaire dans l'épave de la frégate Stark Dagger échouée sur Skoltrom, y trouvant un petit groupe de survivants enfermés au fond de la proue du navire. Puis enfin, ils virent l'ennemi. Des Xénos étranges rappelant les anciens mythes de la vieille Terra d'avant l'époque de l'empereur et de la vérité impériale, notamment celui des succubes. Les Blood Angels se replièrent, emmenant les survivants avec eux, mais sur Talok, les Blood Angels subirent de sévères pertes contre les mêmes créatures rencontrées que sur Skoltrom. Pour ne rien arranger, le primarque Sanguinius
se retrouva à devoir faire face à un phénomène de morosité et de violence de plus en plus inquiétante au sein de la flotte, ainsi qu'à des vagues de suicides au sein du personnel humain. Plus tard, l'assaut de l'ennemi commença réellement, avec pour épicentre la planète Cygnus Prime. Un cri allant au-delà de la voix et du son explosa dans l'espace en direction des vaisseaux rassemblés de la 9e Légion. Un grand ouragan de dévastation psychique, créé à partir de l'essence assassinée de millions d'âmes parties résonner dans le vide depuis la planète voilée, passa alors sur les vaisseaux écarlates en une vague grondante et immatérielle. Les boucliers des vaisseaux ne pouvaient pas en arrêter l'énergie éthérée. La simple matière des coques d'adamantium et des cloisons de plastacier était pénétrée aussi aisément que si elles avaient été faites de papier. La cible de cette onde étaient les simples mortels qui composaient la flotte du Grand Ange. Tous les humains de la flotte hurlèrent en même temps, leur esprit consumé et les jetant à terre. Une vague de morts et de suicides se déclencha, paralysant le fonctionnement de l'armada de Sanguinius. Le Grand Ange lui-même vit l'équipage du pont de son vaisseau amiral ravagé par cette onde. L'amiral Ducade le contacta depuis ses quartiers pour l'informer du désordre total qui régnait. Sanguinius ordonna de se diriger immédiatement vers Cygnus Prime malgré la désorganisation totale de sa légion. Mais les Blood Angels furent attaqués par des vaisseaux déformés et mutants se libérant de la gravité de la planète et s'élançant à l'assaut de la flotte Blood Angels, leurs réacteurs vomissant les épaisses fumées de leurs brasiers en fusion. C'étaient les vaisseaux de l'enfer, et tout comme ce qu'il restait de leurs équipages, ils avaient été altérés, remodelés, en quelque chose de révoltant et d'impensable. Une bataille spatiale se déclencha et des horreurs abordèrent les navires de la 9e Légion dont le Red Tear. C'est durant les combats que l'amiral Ducade sombra dans la folie et abattit de son arme les officiers du pont de commandement du Red Tear. L'amiral poussa les réacteurs vers Cygnus Prime qui fut happé par le puits gravitationnel de la planète. À l'aide de ses pistolets, elle détruisit la console de commandement afin que ce qu'elle avait fait ne puisse être défait avant de mettre fin à ses jours. Quand Sanguinius entra sur le pont, il vit la catastrophe provoquée par l'amiral et demanda à un Tech Marine s'il pouvait réparer les dégâts, ce qui était impossible. Puis, devant ses fils étonnés, il ordonna à tous ceux sur le Red Tear qui pouvaient l'entendre de se diriger vers les ponts médians et les compartiments centraux les plus lourdement protégés. Le Grand Ange affirma que son vaisseau allait survivre à cette chute, puis marcha jusqu'à la console de navigation, posa la main sur une plaque forgée de bronze et d'or rivetée à un pupitre supportant la boussole éthérique du vaisseau et qui arborait le sceau de Terra et de l'Empereur. Le Grand Ange ferma les yeux et inclina la tête. À haute voix, il salua l'esprit du Red Tear, lui demandant la bénédiction de le porter lui et ses fils au travers de cette épreuve et de l'emmener jusqu'au cœur de ses ennemis. Contre toute attente, le vaisseau amiral ne se disloqua pas durant son entrée atmosphérique de Cygnus Prime et s'écrasa sur la surface de ce monde, blessé, mais pas détruit. Sanguinius dirigea alors sa légion contre la cathédrale de la Marque, le lieu où résidait Kyris, le démon de Slaanesh. C'était une forteresse monstrueuse et lourdement protégée qui tirait son nom de l'énorme symbole à 8 branches aperçu sur Phorus lors de l'arrivée du Grand Ange à Cygnus. Le primarque fut répugné en constatant que la cathédrale de la Marque avait été bâtie à partir des os des millions de citoyens de la planète, voire du système. Entre Sanguinius et la cathédrale de la Marque se trouvaient des milliers de cultistes, les derniers habitants de Cygnus fonçant vers les Astartes avant d'être promptement massacrés. Puis de nouveaux ennemis apparurent à partir des cadavres de certains des cultistes tombés. Des démons prirent forme, leur nombre s'élevant à mesure que les Blood Angels avançaient vers la cathédrale de la Marque. Sanguinius affronta dans les cieux des gargouilles et d'autres monstruosités démoniaques de ce type. Et puis, dans la fureur de la bataille, un monstre des légendes les plus effrayantes apparut, entouré d'une fumée noire, ébène et irréelle, avec une peau
Cramoisi, un torse musclé et des bras puissants à peine contenus par des enroulements de chaînes aux maillons d'airain et des plaques de bronze cabossées. Le monstre avait de grandes cornes noires et une expression de haine perpétuelle sauvage avec des crocs jaunis et dégoulinants. Ce nouvel arrivant était tombé comme une comète. Sanguinius le vit. Le monstre se présenta comme étant Ka'Banda, buveur de sang, général de cornes, et comme son frère. Ka'Banda affirma que lui et Sanguinius connaissaient la joie de faire couler le sang, et que l'empereur avait caché au grand ange l'existence du chaos. Le primarque l'invita à aller se faire voir ailleurs avant de foncer vers lui, entamant un duel aux dimensions mythologiques. L'épée et la hache se croisèrent et Sanguinius réussit à entailler le visage beuglant de la bête tout en devant esquiver les puissants coups du démon majeur. L'agilité innée de Sanguinius lui conférait un avantage face à la puissance brutale du buveur de sang. Mais leurs atouts s'équilibraient et chacun à leur tour ils parvenaient à infliger à l'autre de petites blessures significatives. Des plumes arrachées par les passages de la hache tombèrent des ailes de l'ange, tandis qu'ils se tournaient autour et se chargeaient mutuellement. Le fouet de Ka'Banda parvint à s'enrouler autour du poignet du grand ange qui en retour tira d'un coup sec et violent, forçant le démon à trébucher vers lui avant d'enchaîner d'un coup fracassant porté avec le pommeau de son épée, brisant plusieurs crocs et faisant couler un torrent du sang noir de Ka'Banda. Le démon majeur fut satisfait des talents martiaux de Sanguinius et l'invita à devenir un champion de son dieu. Mais devant le refus total de Sanguinius, Ka'Banda promit au primarque de détruire tout ce qui lui était cher et qu'il tourmenterait ses fils aussi longtemps que sa légion existerait. Ka'Banda arriva sur Sanguinius bras écartés avec pour intention de l'aplatir dans la poussière, mais l'ange se jeta dans les airs en laissant ses ailes se déplier. Ka'Banda ouvrit ses propres ailes et pourchassa dans les cieux le primarque. Les deux adversaires tournoyèrent en plein vol, faisant pleuvoir les coups l'un sur l'autre, chaque poing frappant avec assez de force cinétique pour projeter autour d'eux des grondements d'air déplacés. Sanguinius sentit son armure se fracturer et se fendre sous les impacts après avoir enduré 1000 conflits. La gueule fétide de Ka'Banda s'ouvrait en grand et claquait vers son visage, ses yeux terribles plongés dans les siens, privés de toute expression hormis la fureur et la soif de sang. Puis ils plongèrent vers la surface, permettant à Sanguinius de tirer sur les chaînes autour du cou épais de Ka'Banda et de le rapprocher encore de lui, parvenant finalement à lui enfoncer au travers du torse la pleine longueur de son épée. Les deux adversaires se séparèrent une fraction de seconde avant de percuter tous deux le sol. Puis Sanguinius se releva, reprit son épée et marcha sur le démon qui lui confirma qu'Horus l'avait trahi. Le temps d'une fraction d'instant, une douleur plus grande que tout autre atteignit le cœur de Sanguinius. Son épée s'inclina, sa vue se brouilla, offrant à Ka'Banda l'occasion d'enrouler son fouet autour des jambes du primarque, les brisant et le mettant au sol à la merci du monstre. Ka'Banda se dressa et lui expliqua qu'il allait lui appliquer la plus terrible des blessures. Le démon majeur coura vers les centaines de Blood Angels qui fonçaient vers lui pour sauver leur père génétique. Il invoqua de nulle part un feu rouge et trouble, brûlant telle la fureur à l'état pur, et leva sa hache, tuant 500 Blood Angels tous à la fois lorsqu'il l'abattit, provoquant un choc psychique. Les Blood Angels alors sombrèrent dans la folie sanguinaire, perdant toute discipline. La soif rouge, leur anomalie génétique, s'emparant d'eux. Ils devinrent frénétiques et massacrèrent les démons comme des berserks, risquant de les damner à jamais si rien n'était fait pour les arrêter. Dans cette fureur sanguinaire, les Blood Angels tuèrent notamment les derniers Space Wolves. Une fois remis de ses blessures, Sanguinius pulvérisa la grande fenêtre mandala circulaire de la cathédrale de la Marque
Et là, sa terrible vengeance allait se déchaîner. Vif comme l'éclair, le grand ange se jeta en avant la longueur de sa grande épée écarlate, se levant pour trancher dans l'air et la poussière cendrée. La pointe de sa lame atteignit le ventre musculeux du démon Kyris, le transperçant de part en part, et catapulta la bête en arrière contre le mur d'ossements du temple, le clouant là par la longueur entière de l'épée du primarque. Puis il écarta et écrasa les sanguinaires qui fonçaient vers lui à grands coups de ses mains gantées de métal. Puis l'ange agrippa la hache de Ka'Bandha, fit pivoter ses bras et fractura l'arme du démon majeur dans toute sa longueur, dispersant ses éclats comme autant de shrapnel. Sanguinius agrippa nonchalamment le buveur de sang par l'une de ses cornes incurvées et le tira en avant de toute sa puissance, tout en amenant son autre poing à la rencontre du museau de la bête, et lui assénant une série de coups rapides portés par les articulations de ses gantelets avant que Ka'Bandha ne le repousse. Sanguinius saisit alors les pointes mordantes du fouet du démon et la lui passa autour de la gorge. Avec une précision froide et mortelle, le primarque arrêta de sa main libre les battements effrénés d'une des ailes du démon avant de la lui arracher. L'ange traîna la créature blessée et crachotante jusqu'au bord du puits ouvert au centre de la chambre, puis la souleva afin de pouvoir la regarder dans les yeux. Ka'Bandha jura de prendre un jour son crâne avant que Sanguinius ne le jette au fond du puits, les flammes venues du warp engloutissant le buveur de sang. Toujours empalé sur l'épée de l'ange, Kirill railla le primarque. Il s'arracha du mur puis il révéla à Sanguinius que ce jour était celui où l'ensemble de la Légion découvrait sa tare génétique. Sanguinius apprit de la bouche du gardien des secrets que les dieux du chaos le surveillaient depuis son enfance, et que s'il refusait de laisser libre cours à la colère qu'il dissimulait sous un voile de noblesse, ses fils finiraient par succomber à moins qu'il ne prenne le feu de rage à l'intérieur de lui-même. Ainsi, ses fils ne connaîtraient plus jamais la dégénérescence génétique de la soif rouge. Sanguinius finit par accepter de se sacrifier, mais à peine eut-il fait ce choix que l'apothicaire Méros brandit sa hache d'une main et tendit l'autre vers une des grandes cordes tissées de fibres, là où celle-ci était retenue par un anneau d'os soudé dans le mur. Méros enroula son bras à l'intérieur et abattit sa hache sur la corde, la tranchant d'un seul coup vrombissant, lui permettant de remonter vers l'ensemble complexe de poulies et de poids auquel la cage cristalline était suspendue. Sanguinius se projeta en l'air dans un éclair blanc et or et s'éleva en spirale à la poursuite de son fils fourvoyé. Devant le réceptacle ouvert dont l'intérieur de sa structure ne semblait gouverné par aucune dimension, aucune forme réelle, Méros s'apprêtait à se sacrifier à la place de son primarque, conscient que Sanguinius devra affronter Horus. Sanguinius réceptionna les glandes progénoïdes que Méros lui envoya afin que l'héritage génétique de l'apothicaire survive. Enfin, Méros se jeta dans le cœur bouillonnant du feu de rage. Une conscience née du warp s'empara de son corps, et une entité baptisée l'Ange Rouge naquit. Kyris se précipita en avant, hurlant de rage de voir son plan s'effondrer. Sanguinius le décapita et attrapa une corne de la tête démoniaque tout en laissant le cadavre s'effondrer. Il retourna lentement la tête tranchée pour examiner sans passion le trophée qu'il s'était fait de la chose venue du warp. Le démon murmura encore quelques mots que seul Sanguinius fut assez proche pour entendre. L'ange eut un bref sourire et jeta la tête du démon par-delà le rebord du puits où il avait balancé le démon majeur de corne. Sanguinius ordonna alors de faire route sur Terra, mais la tempête de la ruine s'était déchaînée depuis la bataille de Cygnus Prime et il était impossible de voir l'Astronomicon voilée par cette furieuse tempête. Mais les navigateurs perçurent une autre lumière, celle du Pharos dans Ultramar, et la suivirent. Finalement, la flotte de l'ange apparut dans l'orbite d'un monde qui n'était pas Terra. Le grand ange reçut une communication privée. C'était Roboute Guilliman qui lui souhaita la bienvenue à Macragge, capitale d'Ultramar. Enfin, après des années d'attente, d'espoir, de perte et de combat, les vaisseaux des Blood Angels se présentèrent en orbite haute de Terra suite aux événements de l'Imperium Secundus, escortés par ceux des Imperial Fist.
Sanguinius avait perdu encore des navires depuis Davin. La vue des dégâts de ces vaisseaux furent épargnés à toute la populace de Terra, et là où ils furent soumis à des prises d'images documentaires, ils furent filmés depuis des angles flatteurs, leurs lésions retouchées avant vidéoprojection. Sanguinius, Malcador et ses frères se retirèrent vers des salles privées protégées par tous les dispositifs arcaniques et technologiques connus de l'homme. À l'intérieur, Sanguinius leur fit son récit. Il ne leur raconta pas tout, car cela lui était impossible, notamment les 2 tentatives du chaos pour le corrompre. Il ne parla pas non plus de l'Imperium Secundus afin de préserver Guilliman de la suspicion, car les motifs du fils vengeur étaient purs. Il sentit Malcador sonder son esprit tandis qu'il s'exprimait, cherchant à vérifier la véracité de ses paroles pour observer si des mensonges se cachaient en dessous. Il leur narra sinon tout le reste. Une fois terminée, la conversation vira inévitablement vers ce qu'il devrait accomplir à présent. Sanguinius expliqua que le lion menait une campagne saignant les traîtres dans la galaxie, tandis que Guilliman forçait Horus à pousser vers Terra, offrant l'espoir de prendre le maître de guerre en tenaille. Dorn annonça qu'il fallait gagner du temps, et pour cela, se battre dans le système de Beta Garmon, territoire contesté depuis le début de la guerre. Ce système majeur était la porte d'entrée pour attaquer le système Sol. L'objectif visé par le prétorien était de faire subir le plus de pertes dans les rangs des traîtres. Malgré le départ de Leman Russ qui rassembla sa légion pour tuer de ses mains Horus dans les événements qui le mèneront à la bataille de Trisolian, Sanguinius se prépara à partir pour Beta Garmon. Sur ordre de Rogaldorn, Sanguinius, accompagné de Jakatai Khan, rassembla une importante flotte et mit le cap vers Beta Garmon, système majeur ravagé par la guerre. Le but du Grand Ange était de gagner le plus de temps possible pour rebooter Guilliman, dont les armées étaient suffisamment puissantes pour affronter Horus et le vaincre si l'architraître était pris en étau entre Terra et les Ultramarines. Le Grand Ange fit le voyage avec le Khan à bord du Red Tier, et une fois arrivé dans le système de Beta Garmon, il constata la désorganisation des armées impériales et la boucherie qu'était devenue la guerre. Il souhaita bonne chance au Khan qui fut heureux d'avoir voyagé avec lui et partagé des moments de fraternité avant de partir mener des frappes contre les traîtres. Sanguinius lui souhaita bonne chasse, sachant que, où qu'il aille, le faucon de Chogoris ferait souffrir les renégats. Sanguinius prit le commandement général des loyalistes dans le système et ordonna que Beta Garmon soit purgé de toute présence renégate. Il souhaita reprendre la cité de Nirkon, la grande ville forteresse et capitale du monde majeur de Beta Garmon II, comme son premier acte pour stabiliser cette guerre. Si Beta Garmon II parvenait à être ramené dans le giron impérial, Horus pourrait être repoussé jusqu'en bordure de l'amas dit Chrysophane. La bataille majeure de Beta Garmon II vit des dizaines de légions titaniques s'affronter. Sanguinius arriva avec sa légion et constata depuis son Starbird qui l'emmenait sur Beta Garmon II le carnage qui se déroulait. En voyant les dévastations que les titans de bataille causaient, il fut d'accord sur la stratégie de Rogaldorn qui était d'envoyer les machines divines en ce lieu pour éviter un tel désastre sur Terra même. Le grand ange philosopha avec le capitaine Raldoron sur le rôle de la politique et comment le manque de considération a contribué à mettre en place cet enfer, notamment si Perturabo avait reçu plus de louanges, si l'ego de Mortarion avait été mieux géré, ou si Kurz avait été soigné. Il déplora que la fratrie des primarques ait tant failli à l'empereur. Puis il repéra un titan impérator renégat, Axis Mundi. Il se laissa tomber en arrière hors de son Stormbird, se retourna et déploya ses ailes. Sanguinius fonça vers l'Imperator et y prit pied, massacrant tous les traîtres qu'il croisa. Il ordonna à ses gardes sanguiniens de pénétrer dans l'Imperator et de tout dévaster, lui-même se dégageant une voie jusqu'au centre de pilotage du Titan, massacrant les pilotes avant d'abandonner la machine divine condamnée, sa tête piégée par des charges à fusion qui le détruisirent. Mais la bataille de Beta Garmon fut finalement une défaite. En parallèle à l'assaut de Sanguinius, des forces des Blood Angels commandées par Ascaelon et Amit débarquèrent dans la station orbitale de l'Enclume,
qui se trouvait dans l'orbite haute de Beta Garmon 2 afin de l'enlever des mains des Sons of Horus. Un sabotage des renégats fit tomber l'enclume droit sur la cité de Nirkon. Lorsque l'enclume se pulvérisa au milieu de la cité, il annihila à la fois la cité et tout ce qui se trouvait autour d'elle. Mais Beta Garmon 2 n'avait été qu'un piège pour attirer le gros des forces loyalistes loin du véritable objectif du maître de guerre. La Cartega Telepathica sur Beta Garmon 3, le lieu où les astropathes du système se trouvaient et qui assurait la liaison avec Terra. Suite à la destruction de la Cartega Telepathica et de la cité de Nikron, Sanguinius constata le désastre et rejoint par le Khan, il ordonna finalement la retraite générale de toutes les forces royalistes pour rallier Terra. Suite à la guerre solaire et au siège de Terra, les murs du palais cédèrent sous l'insistance de la Légio Titanique Mortis. La bataille éclata dans les jardins privés de l'empereur, les deux camps se battant avec une férocité inimaginable. Sanguinius et sa légion prirent position autour des principales entrées donnant accès au palais lui-même, constituant la dernière ligne de défense. Sanguinius se posta au sommet de la porte ultime, l'entrée principale de l'édifice. Il vit les masses de traîtres se presser vers l'avant à travers les brèches du mur d'enceinte, submergeant les défenses par le seul poids de leur nombre. Là, une forme immense s'éleva de l'armée d'Horus, le buveur de sang Ka'Bandha, ivre de vengeance depuis Cygnus Prime. L'ange et le démon s'affrontèrent de nouveau dans les airs. Tandis qu'ils pirouettaient l'un contre l'autre, les troupes qui se combattaient en bas parurent s'interrompre pour regarder se dérouler la scène. Le démon majeur frappa de son fouet l'une des ailes de l'ange, le faisant décrocher dans son vol. Puis Ka'Bandha le rattrapa, l'agrippa par la gorge de son poing massif et griffu. Sanguinius lui entailla le flanc à l'aide de son épée, mais le démon ne céda pas. Sous les yeux de tous, renégat contre loyaliste, il jeta le primarque au sommet de la porte ultime, le faisant percuter les blocs sous son corps. Sanguinius demeura étendu, immobile alors que le démon majeur se posait près de lui dans l'intention de s'emparer de son crâne. Mais Sanguinius sollicita ses dernières forces et se releva difficilement avant de se jeter sur Ka'Bandha, lui saisissant le poignet et la cheville, le soulevant bien haut et l'abattant en travers de son genou. Il leva ensuite la carcasse de son ennemi au-dessus de sa tête et jeta le corps de l'entité démoniaque au milieu des traîtres. Dans le même temps, alors que le palais impérial était peu à peu envahi, Horus apprit l'arrivée prochaine de renforts loyalistes, alors qu'il fallait encore des jours de combat pour assurer la prise de la demeure du maître de l'humanité. Pris par le temps, Horus abaissa les boucliers de défense de son propre vaisseau amiral, une invitation doublée d'un défi personnel, son père se voyant offert ainsi une chance de le détruire. Les dernières heures de l'ultime bataille arrivèrent, et l'empereur se leva du trône d'or. Sanguinius rejoignit la salle du trône et vit Malcador le sigillite monter sur le trône d'or afin de remplacer l'empereur, sachant que cela le tuerait, et empêcher ainsi les démons de passer à travers le passage ouvert suite à la folie de Magnus grâce à ses dons psychiques. Puis, aux côtés de son père et de Rogaldorn, l'ange fut téléporté sur le Vengeful Spirit afin d'affronter Horus Lupercal. Mais l'architraître utilisa ses sombres pouvoirs pour séparer ses adversaires et Sanguinius se retrouva alors transporté dans un endroit différent du vaisseau corrompu, séparé de l'empereur et de Rogaldorn. Le grand ange se fraya un chemin sur le navire corrompu par le warp vers le trône d'Horus. Là, l'architraître offrit à Sanguinius une chance de changer de camp, une dernière chance. Mais le noble primarque refusa, suscitant la fureur d'Horus qui l'attaqua. Mais même au summum de sa force, le primarque n'aurait pas été de taille à affronter le maître de guerre. Or, à cet instant, il était affaibli et blessé. Sanguinius n'eut pas la moindre chance. Suite à des assauts psychiques,
Horus l'étrangla à main nue, lui brisant la nuque après avoir savouré son atroce agonie. Mais d'après les légendes, Sanguinius était parvenu à ouvrir une fissure dans l'armure du maître de guerre. La perte de Sanguinius fut un des nombreux coups durs portés à l'Imperium ce jour-là. Mais pour les Blood Angels, ce fut le plus terrible de tous. L'agonie du grand ange fut si intense que tous ses fils subirent un contre-coup qui les firent basculer dans un fléau qui les suivra jusqu'à nos jours. La rage noire, qui rendait le Blood Angels touché par cet art à moitié fou, incapable de distinguer le passé du présent et pensant être Sanguinius à la veille de sa mort, ce qui conduira à la création de la Compagnie de la Mort. Lorsque l'empereur rejoignit la salle du trône à son tour, il vit le cadavre de l'ange au pied du maître de guerre, et suite au plus grand duel de l'histoire de l'humanité entre lui et l'architraître, il utilisa au dernier instant sa puissance psychique pour lancer une attaque contre Horus à travers la faille que Sanguinius aurait ouverte, tuant le maître de guerre et offrant la victoire finale aux loyalistes. La victoire finale fut acquise et les traîtres repoussés de Terra. Le corps de Sanguinius fut récupéré par les loyalistes et remis aux Blood Angels. Ces derniers enterreront le grand ange sur leur monde natal dans les cavernes sous la forteresse monastère de Baal. Mais l'écho de la mort de Sanguinius hantera aussi les traîtres. Dans l'œil de la terreur, quand Ézéchiel Abaddon, héritier d'Horus, forgera la Black Légion, il offrira aux membres de son cercle intérieur, les Écariones, des éclats d'argent issus de la lame cassée qui appartenait autrefois à Sanguinius. Des éclats emplis d'un écho psychique extrêmement puissant, nourri des blessures que la lame avait infligées au cours des nombreuses décennies, et bourdonnant du râle que le primarque avait poussé au moment où il avait été fauché et massacré. De même, à bord du Vengeful Spirit devenu le vaisseau du nouveau maître de guerre, la résonance psychique de Sanguinius subsistait sous la forme d'un cristal qui prenait la forme du grand ange dans toute sa gloire, car l'acier saturé de warp de la coque du vaisseau avait ressuscité le primarque tout comme les autres défunts qui avaient été tués à bord. Le primarque cristallin repoussait toujours si on le brisait et était aperçu par beaucoup de traîtres comme un mauvais présage. Alors que l'empereur devenait un dieu au fil du temps et que l'ecclésiarchie se structurait, la mort de Sanguinius sera perçue comme un sacrifice qui offrit à l'empereur l'unique chance de détruire l'architraître, ce qui amènera le credo impérial à faire du grand ange le primarque le plus aimé et vénéré par l'impérium dans les millénaires qui suivirent. De tous les primarques, seul le nom de Sanguinius sera honoré par un jour de célébration sanctifié qui sera baptisé la Sanguinala, où les fidèles de toute la galaxie portent sur leur poitrine l'insigne rouge du Seigneur angélique. Sanguinius avait peur de sombrer dans l'oubli, lui et sa légion, d'être censuré et de finir comme ses frères de la 2e et de la 11e. Finalement, par son sacrifice et son abnégation, il est devenu le symbole même de l'Imperium et du martyr contre le chaos.